Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous, je suis Étienne Pommier, expert en vin et fondateur des Caves du Lac à Annecy, et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle saison de mon podcast Histoire de vin. Cette année, nous continuerons de découvrir le vin à travers des voyages depuis des vignobles réputés aux terroirs les plus insolites, des dégustations des meilleurs crus du monde aux vins de plaisir. Je vous proposerai aussi les portraits de celles et ceux qui font le vin, sa culture et son histoire, ainsi que des récits autour des affaires et des questions qui agitent le monde du vin aujourd'hui. Il y a toujours plusieurs versions d'une même histoire, et selon le point de vue des différents protagonistes, la narration des événements peut s'avérer très différente, et l'histoire d'aujourd'hui en est le parfait exemple. Elle a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du vin, avec des répercussions si profondes qu'on en parle désormais comme d'un moment charnière dans l'histoire du vin. Par contre, en France, là où se sont déroulés les événements que je vais vous raconter, assez peu de gens connaissent cette histoire et encore moins réalisent l'impact qu'elle a eu au-delà de nos frontières. Pour faire une bonne histoire, il faut une intrigue pleine de rebondissements, et je pense que vous ne serez pas déçus. Mais il faut aussi de bons personnages. Qu'ils soient producteurs de grands crus ou restaurateurs triplement étoilés au guide Michelin, sommités de la critique ou vignerons autodidactes, les acteurs de ce récit ont littéralement fait l'histoire sans même s'en rendre compte. Voici donc, sans plus attendre, le récit d'un événement qui a changé le monde du vin, le Jugement de Paris. Paris, lundi 24 mai 1976. Dans un salon de l'hôtel Intercontinental, une grande table de banquet a été installée pour une dégustation de vin organisée pour un panel d'experts français. Une nappe blanche a été dressée sur la table et chaque place a été préparée avec soin, avec des verres à vin, une grille de notation, un crayon et un crachoir. L'organisateur se nomme Steven Spurrier. Cet Anglais de 34 ans est établi à Paris depuis quelques années et il dirige depuis 1971 la boutique de vin qu'il a rachetée Cité Berrier dans le 8e arrondissement, les Caves de la Madeleine. Et il a également fondé depuis bientôt 3 ans une école de dégustation avec ses associés John Winroth et Patricia Gallagher, l'Académie du vin. Il est presque 15 heures quand les invités commencent à arriver, et après leur avoir souhaité la bienvenue, les organisateurs les escortent vers leurs places respectives. Ils ont accepté de se prêter au jeu d'une dégustation de vin californien, et Spurrier leur explique, avant de commencer, qu'on va leur servir 2 séries de 10 vins chacune, 10 blancs et 10 rouges, mêlant des vins californiens et des vins français de qualité équivalente. Les juges acquiescent, et Spurrier leur présente la grille de notation où ils vont devoir noter l'apparence, le nez, le palais et l'harmonie globale des différents crus pour leur attribuer une note sur 20. Afin que les juges ne soient pas influencés par la provenance des vins, Spurrier explique qu'ils vont être servis à l'aveugle dans des bouteilles neutres et que tous les rouges ont été décantés en avance pour leur laisser le temps de s'aérer. Après un verre de Chablis 1974 en guise de rafraîchissement, les serveurs entament leur balai et la dégustation commence. 9 juges ont accepté de participer à cet événement. Il y a là Pierre Bréjoux, inspecteur général de l'INAO, l'organisme chargé de la régulation des AOC, ainsi que le Suisse Michel Dauvaz, qui deviendra célèbre pour ses nombreux ouvrages sur le vin. La presse spécialisée est représentée par Claude Dubois-Millot, directeur des ventes du magazine Goemillot, ainsi qu'Odette Kahn, éditrice de la célèbre Revue du vin de France. 2 producteurs de vin sont présents, Pierre Tary, propriétaire du château Giscourt à Margaux et secrétaire général de l'Association des Grands Crus Classés, ainsi qu'Aubert de Vilaine, co-gérant du prestigieux domaine de la Romanée-Conti en Bourgogne. Enfin, le monde de la gastronomie est représenté par 3 de ses plus prestigieux représentants, tous venus de restaurants triplement étoilés au guide Michelin, Jean-Claude Vrina de Taïwan, Raymond Oliver du Grand Véfour, l'une des plus anciennes tables de Paris ouvertes depuis le XVIIIe siècle, et enfin Christian Vanecke, sommelier de la Tour d'Argent, adresse mythique des quais de Seine, réputé pour sa cave exceptionnelle. Informé de l'événement, Jean-Pierre Leroux et son sommelier Gérard Bossot-Deschouade du Sofitel Paris sont venus pour assister à la dégustation.
Spurrier et Gallagher ont aussi invité la presse et des journaux tels que Le Monde et Le Figaro, mais personne n'est venu. Et le seul journaliste qui a accepté de venir est l'américain George Taber du magazine Time. 30 ans plus tard, il écrira un livre, Judgment of Paris, qui m'a servi de base pour ce récit. Aucun des protagonistes n'imagine à ce moment-là qu'il s'apprête à entrer dans l'histoire du monde du vin. Organiser une dégustation de vin californien à Paris au milieu des années 70 était une idée de Patricia Gallagher. Spurrier et elle s'étaient déjà fait un nom dans le microcosme parisien en organisant l'année précédente une dégustation comparative des premiers grands crus classés en 1855 avec les producteurs. Tous les propriétaires s'étaient déplacés pour comparer leur millésime 1970, à l'exception du Château Haut-Brion. Et cet événement avait permis de faire connaître les caves de la Madeleine. Depuis plusieurs années, Spurrier et Gallagher avaient commencé à entendre de plus en plus de commentaires positifs sur les progrès des vins californiens. Et ils avaient eu l'occasion de goûter par eux-mêmes certaines cuvées, mais après avoir reçu de nouveaux échantillons envoyés par des proches et fait le voyage jusqu'en Californie pour découvrir les domaines, ils décidèrent d'organiser une dégustation à Paris pour faire découvrir aux Français les productions du Far West. L'histoire du vin en Californie remonte au milieu du XIXe siècle au moment de la ruée vers l'or de 1849, quand les colons découvrirent pourquoi les Indiens appelaient cette région Napa, le pays de l'abondance. En effet, le climat méditerranéen et les sols fertiles de cette vallée située au nord de la baie de San Francisco étaient très propices à l'agriculture et s'avérèrent très vite parfaitement adaptés à la vigne. Les premiers vignerons californiens avaient déjà une confiance toute américaine dans le potentiel de leurs vignobles, et un journal de San Francisco écrivait d'ailleurs en 1854, à propos des vins de George Yount, le premier vigneron de Napa, « Il ressemble assez aux vins de Bordeaux, et avec un peu de temps et quelques progrès, il pourrait bien égaler les meilleurs vins de France. » Ces pionniers venaient d'Allemagne, comme Charles Krug ou les frères Beringer, de Hongrie, comme Agoston Arasti, ou encore de France, comme Georges de Latour. Durant 60 ans, la production californienne se développa, avant de se heurter à un mur, la prohibition. En 1919, le Congrès américain vota le Volstead Act qui interdit la consommation d'alcool avant d'être finalement abrogé en 1933. À la fin de la prohibition, l'industrie viticole californienne avait quasiment disparu et seuls quelques domaines qui avaient continué à fournir du vin de messe avaient survécu. Au sortir de la guerre, un groupe de nouveaux pionniers s'installa dans la vallée pour créer de nouveaux domaines et remettre à flot des maisons historiques sous l'impulsion de figures comme André Tchelitchev, Louis Martini et Robert Mondavi. De nouveaux vignobles furent plantés en cépages nobles et la production se développa de nouveau. Les vignerons de Napa n'avaient pas l'expérience des précédentes générations comme leurs homologues français, aussi ils expérimentèrent beaucoup et leurs nombreux essais finirent par porter leurs fruits. Il y a une dizaine d'années, un de mes amis qui avait habité en Californie m'avait initié à ces vieux millésimes de Napa, et j'avais été très impressionné par la qualité et l'élégance de certains vieux millésimes, notamment chez Robert Mondavi ou Beaulieu Vineyard. Dans les années 60, une nouvelle vague d'arrivants s'installa dans la vallée pour faire du vin ou investir dans un domaine, et vers la fin de la décennie, on commence à parler des vins de Napa de l'autre côté de l'Atlantique. Mais la suprématie française en matière de grands vins était encore incontestée, et personne n'aurait sérieusement envisagé à l'époque challenger les grands crus de Bordeaux et de Bourgogne. Certes, il y avait du changement à l'étranger, et notamment aux États-Unis ou en Australie, mais ces efforts étaient encore considérés par la plupart des experts comme des progrès intéressants, mais pas encore dignes de se mesurer aux grands crus de l'Hexagone. Dans l'esprit de Spurrier et Gallagher, il était surtout question de présenter pour la première fois à Paris une sélection de jeunes vignerons prometteurs issus d'une région en plein développement. Ils avaient choisi de les comparer à de grands vins français car c'étaient les modèles dont les Californiens essayaient de s'inspirer. En mars 1976, Spurrier avait fait le voyage jusqu'à Napa et goûté un chardonnay dans la cave de Joe Heights. Interrogé sur le vin en question, Spurrier déclara « Il me rappelle un Meursault Charme ».
Ce à quoi le vigneron répondit « Le Meursault Charme est le vin préféré de ma femme et c'est ce que j'essaye de reproduire. » Pour la dégustation, Gallagher et Spurrier avaient choisi 6 chardonnays et 6 cabernet sauvignon californiens pour les comparer à 4 bourgognes blancs et 4 bordeaux rouges du Médoc et des Graves. Étant donné que l'objectif était de présenter des vins de Napa, ils ne virent pas de problème à ce que les vins américains soient plus nombreux. Ils choisirent les millésimes disponibles à la vente à l'époque, il n'y avait aucun vieux millésime californien de toute façon, et ils optèrent pour 1972 et 1973 en Bourgogne, 2 années pleines de fraîcheur et de tension, et pour Bordeaux, 3 vins de 1970, une grande année considérée à l'époque comme la meilleure depuis 61, et 71, un millésime un peu moins coté mais de bonne facture. Voici donc la liste des vins servis ce 24 mai 1976. Vin blanc de Californie, Chalone Vineyard Chardonnay 1974, Château Montelena Chardonnay 1973, David Bruce Winery Chardonnay 1973, Freemark Abbey Winery Chardonnay 1972, Spring Mountain Vineyard Chardonnay 1973 et Vidercrest Vineyards Chardonnay 1972. Et pour la Bourgogne, Domaine Le Fleuve Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles 1972, Domaine Rouleau Meursault Premier Cru Charme 1973, Joseph Drouin Beaune Premier Cru Clos des Mouches 1973 et Ramonet Prudon Bâtard Montrachet Grand Cru 1973. Et pour les vins rouges de la Napa Valley, Clos Duval Winery 1972, Freemark Abbey Winery 1969, Hyde Cellars Martha's Vineyard 1970, Mayacamas Vineyards 1971, Ridge Vineyards Montebello 1971 et Stag's Leap Wine Cellar 1973. Et leurs 4 concurrents bordelais, Château-Aubryon Pessac-Léognan Premier Grand Cru classé 1970, Château Léoville-Lascaz Saint-Julien Deuxième Grand Cru classé 1971, Château Montrose Saint-Estève Deuxième Grand Cru classé 1970 et Château Mouton Rothschild Pauillac Deuxième Grand Cru classé 1970. Comme vous pouvez le constater, Spurrier avait choisi des grands vins de producteurs emblématiques pour mettre la barre aussi haut que possible pour les Californiens. Patricia Gallagher et lui goûteraient également les vins à l'aveugle, mais leurs notes ne compteraient pas pour le classement final. Spurrier n'attendait pas de miracle pour les producteurs américains, et tout juste espérait-il que la comparaison s'avérerait intéressante, alors que les serveurs commençaient à remplir les premiers verres. La première série des vins blancs débuta calmement, mais assez vite, les juges commencèrent à discuter plus que d'ordinaire dans ce genre d'événement, faisant preuve d'une certaine nervosité en débattant sur la provenance des différents vins. En écoutant leurs commentaires, le journaliste George Taber se rendit vite compte qu'ils étaient troublés et confondaient les vins de Bourgogne et de Californie. Dans son livre, il raconte que Jean-Pierre Leroux du Sofitel était choqué de voir que les meilleurs palais du pays, dont certains qu'il prenait pour exemple, n'arrivaient pas à trouver l'origine des vins qui leur étaient servis. Une fois la série des vins blancs terminée, Spurrier ramassa les notes des juges, et alors que les serveurs débarrassaient la table avant le deuxième service, il annonça les résultats à des juges médusés. Sur la 3e marche du podium de la dégustation, Chalone Vineyard, le Chardonnay 1973, qui était le favori de Steven Spurrier. En 2e position, le Domaine Rouleau, Meursault Premier Cru Charme 1973. Et en 1re position, le Château Montelena Chardonnay 1973. À la lecture des résultats, la surprise anima les discussions, mais très vite, tout le monde se reconcentra pour la 2e série des vins rouges. Encore troublé par le résultat des blancs, Spurrier s'attendait à ce que les juges soient beaucoup plus concentrés pour les vins rouges et déterminés à reconnaître les Bordeaux et à les noter généreusement pour assurer une victoire française. Comme le remarque George Taber dans son livre, une victoire californienne devant les vins français était déjà un choc. 2 serait un tremblement de terre. Et de fait, l'atmosphère fut beaucoup plus sérieuse pour les vins rouges, et les commentaires des juges faisaient mouche. Là, on est en Californie où je ne sais pas ce que je fais là, déclara Christian Vanecke de la Tour d'Argent en goûtant le Ridge Montebello 71.
quant à Raymond Oliver du Grand Véfour, après avoir seulement trempé ses lèvres dans un des verres, il déclara « Ça, c'est mouton, sans aucun doute. » Et il avait raison. Mais quand Spurrier annonça les résultats de la dégustation des Cabernets, la salle était sous le choc. Le vainqueur de la dégustation, qui finissait devant Mouton Rothschild 2e et Château Montrose 3e, était le Cabernet Sauvignon 1973 de Stag's Leap Wine Cellars. À la surprise totale de Spurrier et de toute l'assistance, la Californie avait gagné à nouveau, 2 sur 2, vin blanc et vin rouge. Après la dégustation, les juges s'attardèrent un peu pour débriefer autour d'un verre de champagne, et certains étaient élogieux, comme Aubert de Villaine, lui-même marié à une Californienne. J'ai goûté mes premiers vins californiens en 1964, et depuis, de nombreux producteurs ont fait de grands progrès. Et le sommelier Christian Van Ecke d'ajouter « Les vins blancs s'approchent sans doute des meilleurs vins français, sans aucun doute. Mais pour ma part, j'ai trouvé que les vins rouges n'avaient pas le caractère de Bordeaux et n'étaient pas au même niveau. » Mais à l'inverse, d'autres juges étaient un peu plus amers à propos des résultats, et Michel Devas commenta « Quand les vins auront atteint leur maturité dans 5 ou 10 ans, je suis sûr que les Français sortiront devant. » Odette Kahn, de la Revue du vin de France, ajouta que c'était un faux test parce que les Californiens essayaient bien trop d'imiter les vins français. Et elle alla voir Steven Spurrier. « Monsieur Spurrier, je réclame mes feuilles de score. Je suis désolé, Madame Kahn, mais vous ne pouvez pas les récupérer. » « Mais ce sont mes notes. »« Non, madame, ce ne sont plus vos notes, ce sont les miennes. » Le verdict était clair, l'audience était levée, et il n'y avait pas lieu de faire appel de ceux qui entreraient dans l'histoire, comme le jugement de Paris. 2 vins californiens, Château Montelena Chardonnay 1973 et Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973, que la même Odette Kahn avait mis en premier des vins rouges, avaient remporté une dégustation à Paris, devant certains des plus grands vins de France. Et les vignerons responsables de ces 2 bouteilles étaient un ancien étudiant en sciences politiques de la banlieue de Chicago et un immigré croate qui avait fui le communisme pour se réfugier aux États-Unis. Miljenko Grgić était né le 1er avril 1923 dans un petit village du sud de la Croatie, le dernier d'une famille paysanne de 11 enfants. Voulant devenir vigneron, il partit étudier la viticulture à Zagreb en 1949, partageant son temps entre études et petits boulots pour les payer. Mais dans la Yougoslavie de Tito, les rêves et les aspirations de Grgić et de ses amis n'étaient pas bien vus. Et quand un jour, après une manifestation étudiante, ses camarades l'avertirent qu'il était suivi par la police secrète, il décida de quitter le pays. Un de ses professeurs, revenu d'un échange en Californie, leur avait parlé en classe de ce qu'il décrivait comme un paradis, et Grgić décida que c'était là qu'il voulait aller. Il obtint un visa pour un échange universitaire de 2 mois en Allemagne de l'Ouest en août 1954 et quitta la Croatie avec $32 cachés sous la semelle de ses chaussures et censés l'amener jusqu'en Californie. Après de nombreuses péripéties en Allemagne puis au Canada, il arriva finalement aux États-Unis à l'âge de 35 ans et avait changé son nom en Mike Grgić quand il arriva dans la Napa Valley pour travailler dans un domaine viticole. En 1972, il rejoint Jim Barrett au Château Montelena et vinifia son premier millésime de Chardonnay. L'année suivante, 1973, se révéla plutôt chaude, mais sans sécheresse ou canicule extrême, ce qui permit au raisin de mûrir parfaitement tout en gardant suffisamment d'acidité. En Européen élevé dans une famille paysanne où il y avait toujours du vin sur la table, Grgić considérait l'acidité comme un composant essentiel pour obtenir un vin harmonieux et équilibré. Après des vendanges manuelles, les raisins furent foulés puis pressés avant d'être vinifiés dans de grandes cuves en inox avec un système pour contrôler la température. Une fois la fermentation terminée, Grgić transféra son vin dans des fûts de chêne français achetés l'année précédente et qui lui permirent de l'élever sans que le bois ne marque trop. En mai 1974, le critique anglais Harry Vaux, de passage en Californie, goûta le 73 et dit au vigneron « Mike, je n'ai jamais goûté de meilleur vin blanc, pas même en France. » En décembre 1974, les 13 000 bouteilles de Château Montelena Chardonnay 1973 furent mises en vente pour $6,50 chacune.
Issu de la même génération, Warren Winiarski avait lui 36 ans quand il quitta Chicago avec femme et enfants dans l'espoir d'une nouvelle vie en Californie. Né en 1928 dans une famille polonaise de banlieue, il avait obtenu une licence en sciences politiques à l'université de Chicago, mais rêvait de devenir un jour vigneron. Peut-être était-il d'ailleurs prédestiné, car en polonais, Winiarski veut dire « fils de vigneron ». Et c'est en poursuivant son rêve que Warren s'était retrouvé le 1er août 1964 dans sa vieille Chevrolet, peinant sur les routes montagneuses et brûlées de soleil de l'Arizona, tout en tirant une remorque qui contenait toutes les possessions de sa famille. Alors qu'il traversait les paysages désertiques de la mythique route 66, il priait pour avoir fait le bon choix et que ce travail dans un domaine viticole qui l'attendait à Napa serait le début d'une nouvelle vie. Après 2 ans dans un premier domaine, il travailla pour la famille Mondavi avant de s'associer avec des partenaires pour acheter ses premières vignes en 1970 et fonder Stag's Leap Wine Cellars en 1973. Le 23 septembre de cette même année, Winiarski vendangea son Cabernet Sauvignon. Une fois égrappés et foulés, les raisins fermentèrent dans des cuves inox thermorégulées, copiés sur le modèle utilisé à Château-Latour et que Winiarski avait vu dans un magazine et reproduit à l'identique. 6 mois plus tard, le vin fut transféré dans des barriques neuves de chêne français pour 18 mois. En juillet 1975, les 1800 caisses de Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973 étaient mises sur le marché pour $6 la bouteille, et les commentaires du critique Harry Vaux furent élogieux. On est loin des cabernets lourds et puissants, et beaucoup plus sur la finesse et l'élégance. En fait, beaucoup plus proche de Bordeaux et du Médoc. Harry Vaux était un visionnaire. Le lendemain du jugement de Paris, George Taber appela Patricia Gallagher pour savoir comment joindre les producteurs américains dont les vins avaient été dégustés. Il savait qu'ils étaient en France cette semaine-là et que Gallagher leur avait organisé des visites de château. Ce jour-là, il déjeunait à Margaux au château Lascombe, et c'est là-bas que Taber appela pour recueillir les réactions de Jim Barrett du château Montélénin. « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir battu les Français à leur propre jeu, qui plus est à Paris ?» Je crois qu'il faut s'en réjouir tout en restant humble, mais à vrai dire, je ne suis pas vraiment surpris. Nous étions convaincus que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui. Si les Américains réussirent à garder leur sang-froid et à donner le change tout au long du repas, dès que le minivan quitta le château, ils exultèrent comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Le lendemain, la nouvelle arrivait jusqu'en Californie, chez Stag's Leap Wine Cellars, et quand Barbara Winiarski le dit à son mari, celui-ci répondit laconiquement, sans réaliser que cela allait changer sa vie, « C'est bien ». L'article de George Taber fut publié en juin 1976 par Time Magazine, et 20 millions de lecteurs américains découvrirent l'histoire de la dégustation à Paris. Le jour même, des cavistes de tout le pays furent submergés d'appels téléphoniques et de demandes pour acheter les vins qui avaient battu les Français. Et bientôt, tous les magasins des États-Unis se retrouvèrent à court de stock. La dégustation fut commentée par de nombreux journalistes et observateurs et rejouée par les cercles d'amateurs. Mais en France, les choses furent bien différentes. Dans les jours qui suivirent la dégustation, plusieurs voix s'élevèrent pour demander la démission de Pierre Bréjou de l'INAO, et à la Tour d'Argent, Claude Terrail réprimanda son sommelier Christian Vaneke pour avoir participé. « Tu te rends pas compte, Christian, c'est mauvais pour la réputation des vins français. » Odette Kahn signa un article acerbe critiquant Spurrier pour ses conclusions biaisées et alla jusqu'à l'accuser d'avoir falsifié les notes. L'Anglais devint persona non grata à Bordeaux pendant quelque temps et se fit claquer la porte au nez du domaine Ramonet l'année suivante. Le verdict fut si honteux pour le monde du vin français que quand Taber écrivit son livre quelques 25 ans plus tard, la plupart des juges refusaient encore de lui répondre. La presse française ne parla pas longtemps de la dégustation et les rares articles qui parurent minimisèrent l'événement. N'en parlons plus semblait être le consensus, et la France feint pendant longtemps d'ignorer que le jugement de Paris était devenu le classement de vin le plus débattu au monde depuis celui de 1855. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs critiques se firent entendre sur l'organisation de la dégustation, et elles méritent qu'on prenne un instant pour y répondre.
Tout d'abord, le système de notation sur 20 points avec simple addition des notes fut jugé simpliste et non conforme aux règles de base de l'analyse statistique. C'est pourquoi dans les années 80, 2 professeurs d'économie de la prestigieuse université de Princeton, celle-là même où avait enseigné Albert Einstein, refirent l'analyse avec une méthodologie bien plus rigoureuse, notamment en prenant en compte les écarts types de notation propres à chaque juge. Et ils obtinrent exactement le même résultat avec Stag's Leap numéro 1. Ensuite, certains argumentèrent que les vins français choisis n'étaient pas les meilleurs. Or non seulement Spurrier avait choisi des vins qui devaient être disponibles à la vente à l'époque, mais en plus, il n'avait sélectionné que des premiers ou des grands crus. Cette critique n'était donc pas raisonnable. La troisième critique la plus fréquente porta sur le fait que les vins français, et tout particulièrement les rouges, étaient trop jeunes et que la même dégustation quelques années plus tard donnerait d'autres résultats. Cette critique présupposait que les Bordeaux gagneraient à vieillir, mais elle impliquait aussi que ce ne serait pas le cas pour les Californiens. Or, personne n'en savait rien à l'époque. Et l'histoire a contredit tout le monde. En 1986, le Wine Spectator d'un côté et Steven Spurrier de l'autre refirent l'expérience en 2 occasions différentes avec les mêmes vins, et la Californie remporta à nouveau chacune des dégustations. En 2006, un match retour fut organisé simultanément à Londres et à New York, 30 ans après l'original, et les 2 dégustations donnèrent les 2 premières places à Ridge Montebello et à Stag's Leap. Il est donc établi aujourd'hui que les Cabernets de Napa ont vieilli admirablement et que pour les châteaux et les millésimes choisis en 1976, la victoire californienne n'était pas usurpée. Et si vous croisez un jour la route de quelques-uns de ces vieux millésimes californiens, je vous invite à tenter l'expérience. Enfin, certains observateurs ont pointé du doigt le fait que la dégustation à l'aveugle était un exercice difficile aux résultats incertains et capricieux. Et il est vrai que trouver l'origine précise d'un vin est délicat, même pour un jury expérimenté. Par contre, on peut légitimement s'attendre à ce que des experts, même s'ils font une erreur sur la provenance, soient capables d'identifier le niveau qualitatif d'un vin. Et comme depuis 1976, la dégustation a été refaite de nombreuses fois avec des résultats similaires, cela prouve bien que les vins californiens étaient dignes de rivaliser. À mon sens, le jugement de Paris a surtout permis de réveiller un peu une industrie du vin qui se reposait peut-être un peu sur ses lauriers à l'époque. Dans les années 70, de nombreux vignobles français étaient plantés de clones productifs, choisis après la guerre pour leur rendement plus que pour leur potentiel qualitatif, et le matériel végétal n'était pas toujours au niveau. La dégustation de 1976 n'a pas prouvé que les vins californiens étaient fondamentalement meilleurs que ceux de Bordeaux ou de Bourgogne, mais que certains producteurs étaient capables de rivaliser sur certains millésimes et que les grands terroirs à même de produire de grands vins n'étaient pas une exclusivité française. En 1976, seuls quelques juges avaient déjà eu l'occasion de goûter des vins californiens, et ils se sont probablement fait un peu surprendre, ne s'attendant pas à un tel niveau. Il n'en reste pas moins qu'il existe bien une différence stylistique entre Napa et le Médoc ou la Bourgogne, due aux variations de sol et de climat. Que vous préfériez l'une ou l'autre des régions dépend de votre propre goût, mais le jugement de Paris et ses nombreuses réitérations ont démontré que toutes pouvaient produire de grands vins. D'ailleurs, les vignerons français ne s'y sont pas trompés, et ce n'est pas un hasard si le baron Philippe, propriétaire de Mouton Rothschild, lança en 1979, seulement 3 ans après la dégustation, le premier millésime de son nouveau projet à Napa, Opus One, en partenariat avec Robert Mondavi. Dans son autobiographie Harvest of Joy, publiée en 1998, le célèbre Robert Mondavi donnait son opinion sur cet événement. La dégustation de Paris a eu un impact énorme dans l'histoire du vin californien. Tout à coup, on nous prenait au sérieux et les gens se sont rendus compte que nous pouvions, nous aussi, comme les Français, produire de grands vins. Et de fait, après Paris, le téléphone de Mike Gergich n'arrêtait plus de sonner pour des offres d'emploi. Finalement, il parvint à trouver des partenaires pour ouvrir son propre domaine qui eut un grand succès, Gergich Hills Wine Cellar. Mike Gergich est décédé le 13 décembre dernier à tout juste 100 ans et il laisse derrière lui
une trace indélébile dans l'histoire du monde du vin. Warren Winiarski resta à la tête de Stag's Leap Wine Cellars pendant plus de 30 ans et finit par vendre son domaine en 2007 pour 187 millions de dollars. Il a 96 ans cette année et vit toujours à Napa. 20 ans après le jugement de Paris, des bouteilles de Château Montelena Chardonnay 1973 et de Stag's Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973 furent intégrées aux collections permanentes du Musée national de l'histoire américaine à Washington, comme témoins d'un moment charnière dans l'histoire de la viticulture américaine. Steven Spurrier nous a quittés le 9 mars 2021 en Angleterre. C'était une des personnalités les plus influentes du monde du vin, et ce podcast est un hommage à son travail et son empreinte. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire et que la lecture en anglais ne vous fait pas peur, je vous invite à lire l'excellent livre de George Taber, Judgment of Paris, publié à New York par Scribner en 2005, sur lequel je me suis appuyé pour écrire ce récit. Vous pouvez aussi regarder le film Bottle Shock, sorti en 2008 et réalisé par Randall Miller avec Alan Rickman dans le rôle de Spurrier. Le film raconte de façon romancée les événements de 1976, même s'il prend pas mal de liberté par rapport à l'histoire originale. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker sur votre appli favorite, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de vin.